Merci beaucoup, Jérémy de Serles. Merci pour tes convictions, pour ton tonus. Je vois que nous allons nous entendre, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Merci aux jeunes agriculteurs. J'y ai un jour, j'y ai toujours, vous le savez. Laissez-moi, avant de débuter cette intervention de clôture, féliciter et remercier chaleureusement Thierry Mérette et son équipe formidable de la FDSEA du Finistère. Bénévoles et collaborateurs ont été exceptionnels. Nous connaissions la qualité d'accueil des Finistériens. Nous avons été comblés au-delà de nos espérances et je crois que nous n'avons pas encore tout vu. Au nom des congressistes, je vous dédie cette maxime bien connue des marins. Quand la tempête se lève, le pessimiste se plaint du vent, tandis que l'optimiste hisse les voiles. Un grand merci Thierry à toute l'équipe du Finistère pour avoir hissé les voiles si haut en pleine crise agricole. Merci. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens et français, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs, chers collègues, chers amis d'Europe, de France, de Bretagne et du Finistère. Notre agriculture traverse depuis plus de 2 ans une zone de forte turbulence. Et puisque nous sommes à Brest, dans le Finistère, terre de paysans et terre de marins, je dirais qu'elle essuie de sacrés grains, qu'elle est au cœur de la tempête qui secoue notre pays. Les crises économiques, climatiques, sanitaires viennent plomber nos comptes et nos revenus et doucher de nombreux espoirs. Plus grave encore, une crise sociale, sociétale, morale sème le doute sur notre métier et notre avenir et provoque des bleus au cœur aux agriculteurs. Pour affronter cette tempête sur notre navire FNSEA, nous avions un capitaine qui tenait la barre avec force. Oui, Xavier nous manque et il va nous manquer. Chacun le ressent. Xavier ne s'étendait pas sur ses sentiments et sur ses émotions, mais quand le vent et la houle forcissaient, il mettait chacun de nous dans sa grand voile. Face à l'écume des choses, il savait nous rassurer. Avec l'œil du marin aguerri, par un regard, il donnait le cap. Homme de débat, homme de combat, il ne supportait pas les débats stériles, ni les combats perdus d'avance. Un combat non mené est un combat perdu, disait-il encore en septembre à la Motte-Beuvron. Porteur d'idées claires, il savait les faire partager et les transformer en choix collectifs et courageux, des choix d'action et de solution. Souvent, il avait un temps d'avance et il fallait s'accrocher au cordage pour tout apprendre, pour tout comprendre. Xavier nous laisse beaucoup de choses en héritage. Et son livre, merci Yannick Le Bourdonnec, et son livre « L'agriculture est en danger, ce qu'il faut faire » en partage. Sa publication, précédant de peu son annonce de briguer un 3e mandat à la tête de la FNSEA, éclaire sa volonté de porter un projet, une ambition et un espoir pour notre agriculture. Meurtri, comme chacun de nous, par des suicides qui endeuillent notre profession, nos familles, nos communes rurales et notre réseau, il ne se résignait pas et s'interrogeait. Sont-ils le fruit de l'échec économique, du désespoir, ou aussi et surtout le fruit de l'absence de projet et de respect? Xavier nous réunissait autour de sa conviction que la France, grand pays agricole par tradition, doit s'inscrire dans un projet global qui intègre les nouveaux défis planétaires. Contrairement aux caricatures, contrairement aux attaques indignes et injustes, Xavier pensait en dehors de toute vision manichéenne. Il pensait librement qu'il est urgent d'inventer un nouveau modèle dans lequel les agriculteurs continueront à produire, mais autrement, maintiendront leur compétitivité, saisiront les opportunités de la révolution numérique. C'est ce qu'il appelle dans son livre la 3e voie. Une voie où l'agriculteur est maître de son destin, où l'agriculture reste riche de sa diversité et de sa pluralité, où les acteurs des filières agroalimentaires assument leur co-responsabilité, mot qui lui était cher, davantage partenaires qu'adversaires, encouragés par un État enfin devenu stratège. Voici le projet que nous avons porté avec lui pendant 6 ans.
Ce 71e congrès de la FNSEA en porte la marque, porte sa marque, par le choix de nos thèmes de réflexion. Et je veux vous remercier pour la qualité de nos travaux qui ont permis d'élever la ligne d'horizon. D'abord, l'affirmation de notre modèle agricole français. Un modèle de ferme et non de firme, comme le dit si bien Jérémy de Serles, un modèle spécifique et singulier en Europe, dont la reconnaissance passe par la création d'un véritable statut de l'agriculteur professionnel. Ensuite, le choix du thème de notre rapport d'orientation que nous venons de voter. Xavier voulait que le congrès de la FNSEA prenne à bras-le-corps ce débat européen, avec la volonté de faire entendre la voix de l'agriculture dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Demain, avec nos partenaires du CAF, nous entendrons les candidats, enfin ceux qui ont accepté de venir. Nous attendons qu'ils expriment un vrai projet avec des perspectives concrètes et ne se contentent pas d'une attitude compassionnelle, certes nécessaire, mais qui n'apporte aucune solution d'avenir. Nous les écouterons avec tout le respect républicain que nous devons à nos institutions et chacun d'entre vous jugera. Revenons à l'Europe. Du débat de cet après-midi, je tirerai quelques enseignements qui sont autant de repères pour notre action. L'Union européenne est un projet politique de paix qui s'est construit sur la libre circulation des biens, des hommes et des idées, tant il est vrai, depuis l'aube de l'humanité, qu'il n'y a pas de paix entre les peuples sans commerce ni échange. Prenons garde à ne pas l'oublier et ne pensons pas aux oubliettes, le formidable levier de développement économique que fut l'Europe pour ses États membres, y compris pour les derniers arrivés. Mais aujourd'hui, le contexte est autre. Les enjeux ont changé. Pour privilégier la paix en Europe et arrimer les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, nos responsables politiques ont fait, sûrement à juste titre, le choix de l'élargissement à 28 États membres. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de conduire dans le même temps un approfondissement des politiques publiques communes. Or, pour commercer équitablement dans un marché de plus de 500 millions de consommateurs, encore faut-il que les règles soient les mêmes, de Brest à Athènes et de Lisbonne à Helsinki, et c'est loin, très loin, d'être le cas. L'Union européenne est devenue une vaste zone de libre-échange, plombée par des distorsions de concurrence interne, où chaque État tente de jouer sa partition sociale, fiscale, environnementale. Le résultat est sans appel. La France, première puissance agricole à l'aube de la PAC, décroche sévèrement. Notre solde agroalimentaire se dégrade et avec lui nos emplois, nos entreprises, nos territoires ruraux. De plus, l'Union européenne a beau être un géant économique, elle reste un nain politique sur la scène internationale. Je ne parlais pas ici de politique de défense, mais de négociations commerciales avec les autres grandes puissances agricoles. Nous avons cru autrefois que l'Europe serait à même de protéger son agriculture. Hélas, elle a voulu jouer à la trop bonne élève de l'OMC, a multiplié les concessions sans réciprocité, a voulu empiler les accords bilatéraux et a trop souvent utilisé son agriculture comme variable d'ajustement. Pour toutes ces raisons, l'Europe ne fait plus rêver. Pire même, elle inspire de la méfiance, car les agriculteurs se sentent exposés et abandonnés. L'honnêteté commande de relever que nos responsables politiques nationaux en portent une lourde responsabilité. D'abord parce que ce sont eux qui font les décisions européennes, ensuite parce que, de droite comme de gauche, ils ont joué un jeu dangereux. C'est la faute à l'Europe. Dit autrement, un succès, c'est grâce à la France, un échec, c'est la faute de l'Europe. L'interminable feuilleton des retards de paiement des aides PAC pour les campagnes 2015 et 2016 en témoigne. Les agriculteurs vont devoir gérer 3 années de PAC sur la seule année 2017, du jamais vu. Certes, nous devons travailler à Bruxelles pour la simplification de la PAC, mais franchement, le problème est avant tout chez nous. Entre un registre parcellaire graphique que la France a dû en urgence refaire de fond en comble, donnant lieu à ces millions de SNA ubuesques,
des arbitrages politiques tardifs pour la mise en œuvre de la nouvelle PAC, des maquettes FEADER régionales cultivant la complexité à outrance. Résultat, un véritable accident industriel à l'ASP et nos trésoreries durement mises à mal dans une conjoncture aussi déprimée. Tout ceci est inacceptable. Il aura fallu toute notre ténacité syndicale pour éviter le naufrage total. Nous avons dû écoper et nous devons encore continuer à le faire. Monsieur Le Foll ne sera plus là pour être comptable du dernier calendrier qu'il vient d'annoncer. Mais nous saurons nous en rappeler et le rappeler à son futur successeur. L'Europe a beaucoup de défauts, de défaillances, mais après notre débat de cet après-midi, je le réaffirme avec force, le Frexit est une voie sans issue, notre avenir est dans l'Europe. Une Europe capable de relever des nouveaux défis, une Union plus harmonisée et solidaire, dotée de politiques communes à travers des coopérations renforcées, une Europe protectrice et conquérante qui s'affirme sur la scène internationale, une Europe moins technocratique et plus démocratique, une Europe consciente du caractère géostratégique de l'agriculture. Il est urgent de refonder le projet agricole européen, de repenser une PAC porteuse d'une vision d'avenir et s'inscrivant dans la durée. Dotée d'un budget à la hauteur de ses ambitions, pas question pour nous, sur ce sujet, de réduire la voilure. Voilà ce que nous attendons du futur président de la République et nous demanderons au prochain gouvernement de promouvoir 3 orientations essentielles. Assurer la compétitivité et la croissance de l'agriculture européenne dans toute sa diversité, se donner les moyens d'une agriculture durable dans toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales, accroître la résilience des exploitations face à des aléas climatiques et sanitaires qui se multiplient et à une volatilité des cours destructrice. Une meilleure protection suppose une palette complète et efficiente d'outils de gestion pour une robustesse accrue des exploitations agricoles. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des propositions contenues dans notre rapport, mais je veux m'attarder un instant sur la question des soutiens directs, une question centrale et emblématique. Osons le dire, le tout marché ne marche pas. Les soutiens directs sont une nécessité absolue aux équilibres de nos exploitations. Primo, les DPB en sont le socle nécessaire. Secondo, en complément, les aides couplées permettent de conserver une capacité d'orientation des productions. Tertio, les compensations de handicap permettent de recombiner économie et territoire. Nous avons su cet après-midi, comme hier soir lors du huis clos, sur le sujet si sensible des zones défavorisées, défendre en responsabilité et débattre afin de dégager les orientations et l'architecture d'une politique. Avec Xavier, nous avions expérimenté une méthode en 2013, c'est la bonne, nous la garderons. Écouter, partager, comprendre les spécificités et les contraintes de chacun. Trouver tous ensemble et dans le débat le chemin de l'équilibre, en ayant toujours à l'esprit que l'intérêt général ne se résume pas à l'addition des intérêts particuliers. C'est aussi à cette condition que la FNSEA renforcera sa capacité de proposition et qu'elle restera un interlocuteur exigeant et incontournable du gouvernement et du futur ministre de l'Agriculture. Sur ce point, les 5 dernières années furent, compliquées, pénibles, et je pourrais ajouter bien des qualificatifs. Pour autant, notre force est de ne jamais avoir rompu le dialogue. Même dans cette période de réserve républicaine, même sans ministre présent au Congrès, le Premier ministre a rendu cette semaine les derniers arbitrages sur 3 dossiers en suspens, le décret sur les points RCO, retraite complémentaire obligatoire, l'arrêté phyto, le plan de refinancement, j'y reviendrai. Au sein de cette Europe qui navigue trop souvent à vue, je veux dire la nécessité de cultiver le modèle agricole français.
Le modèle agricole français, ce n'est pas un modèle unique. Au pays des 1000 fromages, il y a 1000 modèles qui vivent les uns à côté des autres, qui vivent les uns avec les autres. C'est la vente directe qui côtoie l'exportation, c'est le label ou la bio qui, à côté du conventionnel, répondent chacun aux besoins des consommateurs, c'est la ferme auberge et la production d'énergie renouvelable sur la même exploitation. Cette diversité, c'est la richesse de notre agriculture, la richesse de notre pays. Tous ceux qui, chaque jour, tiennent des discours simplistes et qui tentent de nous enfermer dans des cases pour mieux nous diviser, je les invite à venir découvrir ce qu'est vraiment l'agriculture française. Car l'agriculture française place l'homme et la femme au centre des débats. Quel secteur d'activité s'est mobilisé pour défendre une politique déterminée d'installation des jeunes agriculteurs plutôt que l'agrandissement? Quelle profession a régulé l'accès aux outils de production comme nos aînés l'ont fait sur le foncier avec la politique des structures? Qui, de tout temps, a pris ses responsabilités, s'est organisé, s'est mobilisé collectivement pour créer des réseaux d'entraide et de développement? C'est la profession agricole, ce sont nos anciens, c'est nous les amis, osons le dire. C'est nous, et ce ne sont pas les donneurs de leçons, pas ceux qui sont capables d'incendier un bâtiment parce qu'il accueillerait trop de veaux, alors même qu'il est un exemple d'intelligence collective intégrant développement durable et développement économique. Pas ceux qui filment illégalement dans nos bâtiments d'élevage pour faire passer leur message anti-viande. Eux n'ont rien fait à part vouloir créer une fracture entre les citoyens et nous. Alors ensemble, soyons fiers de ce que nous faisons chaque matin. Soyons fiers des valeurs que nous portons et je le dis haut et fort, soyons fiers du modèle agricole français et défendons-le. Le modèle agricole français s'est construit autour d'exploitations familiales, dirigées par des agriculteurs et des agricultrices, maîtrisant leurs outils, en capacité de faire des choix de gestion, de production, de commercialisation. Il a fait de l'agriculture française un fleuron de l'économie, car il a toujours été en mouvement pour évoluer avec son époque, pour tenir compte des attentes des consommateurs, des citoyens et des agriculteurs eux-mêmes. Modernisation, innovation, nouveaux modes de commercialisation, formes sociétaires, et tutti quanti. En 71 ans, l'âge de la FNSEA, les mutations de l'agriculture française ont été magistrales. Mais toujours avec un même dénominateur commun, un agriculteur ou une agricultrice autonome, libre et responsable de ses choix professionnels dans son exploitation. Aujourd'hui, certains imaginent une agriculture d'apporteurs de capitaux, une agriculture de délégation à des prestataires de services, en bref, une agriculture sans agriculteurs. Ce n'est pas notre modèle. Alors agissons, comme nous ont invités à le faire Daniel Prieur et son groupe lors du débat d'hier, pour poser de manière claire les conditions d'exercice de la profession d'agriculteur qui vont permettre de construire enfin un statut de l'agriculteur professionnel. Un statut posant le principe que seul un agriculteur professionnel pourra avoir une autorisation d'exploiter. Un statut garantissant que les aides PAC ne pourront pas être attribuées à d'autres que des agriculteurs professionnels. Un statut protégeant le foncier et le patrimoine des agriculteurs en difficulté. Un statut offrant enfin une retraite décente aux agriculteurs calculée sur les 25 meilleures années. Nous portons cette demande de nos retraités. Cette reconnaissance du métier d'agriculteur est essentielle pour nous. Trop souvent, le sentiment d'abandon gagne les campagnes. Les habitants des zones rurales n'ont plus accès aux mêmes services et infrastructures que les citadins. Pour preuve, 238 communes en zone blanche, 2200 communes qui n'ont pas accès à Internet. À l'heure de la dématérialisation incontournable de notre métier, où est l'équité territoriale? Les gouvernements passent et les territoires ruraux trépassent.
À quand le renforcement des dotations budgétaires des communes rurales en ciblant la mise en place des services et le surcoût des équipements? À quand la consolidation des compétences et des obligations des collectivités en matière de services en milieu rural? À quand, enfin, une réelle expression des territoires ruraux dans les institutions intercommunales, départementales et régionales? La FNSE appelle solennellement à la construction d'un plan de relance de la compétitivité des territoires ruraux, intégrant les nouvelles technologies, les services, les transports, les coûts de raccordement au réseau public. Enfin, une réelle équité ville-campagne est pour nous une urgence absolue. Ce sentiment d'abandon se conjugue dans le monde agricole à un sentiment de déclassement. L'agriculture française décroche. Elle est aujourd'hui mise à mal, menacée par 2 ans de crise. Elle est sortie du peloton de tête dans le monde et en Europe. Tous les secteurs sont touchés et la plupart de nos territoires. Pourtant, nous ne sentons pas la prise de conscience de nos dirigeants. Quand la fermeture d'usines font la une du 20h, l'arrêt de 1000 exploitations est passé sous silence. Les 13 à 14% d'emplois directs et indirects de l'agriculture ne semblent pas être un sujet. Bien sûr, des plans d'urgence ont été mis en œuvre et ils étaient nécessaires. Après le plan de soutien à l'élevage en 2015, le pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles en octobre 2016 était une solution assumée, on a en écho les propos de Xavier tout à l'heure, de faire appel à la garantie de la BPI pour obtenir un effet de levier massif. Force est de constater que malgré l'engagement du gouvernement, cette garantie n'a pas fonctionné, ou si peu. C'est pourquoi le CAF a fait de nouvelles propositions, en particulier pour accompagner les agriculteurs les plus fragiles, dans la réalisation d'un audit à même d'identifier des voies de rebond. Le Premier ministre vient de confirmer hier la prolongation des dispositifs actuels jusqu'à la fin de l'année, la prise en charge totale des coûts des audits, que ce soit par des fonds régionaux ou nationaux qui entreront en jeu s'il n'y a pas de soutien régional, et enfin, une bonification de l'année blanche pour les exploitations qui réaliseront un audit. Il n'y a pas de solution unique, mais notre responsabilité est de proposer à chacun la solution la plus adaptée, y compris pour accompagner ceux qui n'ont pas d'autre choix que de quitter le métier. Et là, nous attendons toujours des réponses. C'est une question de dignité. Les plans d'urgence ne suffisent plus, il faut un changement de cap. Nous avons proposé 13 mesures aux candidats à l'élection présidentielle, 13 mesures à prendre dans les 200 premiers jours, du prêt à voter en quelque sorte. Nous attendons un État stratège qui projette l'agriculture dans l'avenir. Nous attendons un État qui, du haut de sa vigie, donne un cap à l'agriculture plutôt que de la laisser dériver au gré des vents. Mais nous attendons surtout un État sur le pont qui traduise dans les actes toutes ces ambitions. La première voie, la IC, est de permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier et de dégager un revenu. En 2015, un agriculteur sur 3 a gagné moins de 354 € par mois. C'est inacceptable. En 2016, ce sera plus dramatique encore. La compétitivité doit être au cœur de l'action du futur gouvernement. Par compétitivité, je veux dire nos coûts, nos charges, nos prix et notre capacité à créer de la valeur. Nos outils de production sont vieillissants et moins performants. L'âge moyen des poulaillers et des porcheries dépasse 20 ans. L'urgence impose un grand plan national d'investissement agricole sur 5 ans pour moderniser et investir dans l'avenir. La compétitivité, c'est aussi réduire les charges pour lutter à armes égales. Nos actions syndicales ont permis d'obtenir 10 points de baisse des cotisations sociales ces 2 dernières années. Un quart de cotisations en moins, une étape décisive dans notre combat pour la baisse des charges. Mais il faut accentuer les efforts en ce sens. Majoration du CICE, mise en place de la TVA sociale, nous devons financer autrement la protection sociale premium de notre pays. On ne peut pas continuer à être en concurrence avec des voisins qui ont un coût de main-d'œuvre plus de 2 fois inférieur au nôtre.
Si nous n'arrivons pas à faire bouger l'Europe, alors au moins soyons intelligents dans notre pays en mettant en place les outils qui permettent de retrouver de la compétitivité. Vivre de notre métier, c'est aussi construire des prix et rééquilibrer la répartition de la valeur. Le dogme des prix toujours plus bas, qui, au nom du pouvoir d'achat, relancerait la croissance, a atteint ses limites. Sur 100 € de pouvoir d'achat redonnés aux consommateurs, 70 servent à acheter des produits importés. Il faut changer de politique et soutenir la production, l'investissement et l'emploi. Le consommateur doit savoir que l'alimentation qui répond à ses attentes toujours croissantes en termes de qualité, d'origine ou encore de sécurité alimentaire a un prix. Osons le dire, plus vert, c'est plus cher. L'État doit aussi être arbitre et mettre fin à la guerre des prix infernale que se livrent les distributeurs, détruisant ainsi de la valeur dans toute la chaîne alimentaire. La loi Sapin II a permis des avancées, notamment la prise en compte des coûts de production dans les contrats, mais elle ne va pas assez loin. Pour inverser la logique de construction des prix, pour la remettre en marche avant, pour que l'agriculture ne soit plus la variable d'ajustement, une réforme de la LME est indispensable. Mais n'attendons pas tout de l'État sur la question des prix. Il nous revient aussi d'agir collectivement pour créer de la valeur ajoutée, pour segmenter les marchés, pour bâtir des relations tripartites gagnant-gagnant, pour être en situation de négociation et établir un rapport de force équilibré. Le syndicalisme a toute sa place dans la structuration de ce dialogue. C'est même son rôle fondamental dans une économie de moins en moins administrée. Et je veux saluer les nombreuses initiatives de nos filières, Cœur de gamme, Charte de valeurs, Monlait, Origine France dans 18 productions et bien d'autres. Dans cet objectif, nous défendons l'exception agricole pour que le droit de la concurrence sécurise l'organisation économique des producteurs, les règles de négociation collective des contrats et le rôle des interprofessions. Notre avenir est entre nos mains, il sera ce que nous choisissons d'en faire. Construire les prix dans la durée suppose que nous soyons en mesure d'absorber les chocs liés à notre activité. Volatilité des prix, fermeture des marchés export, inondations, influenza aviaire, FCO, Drosophile Suzuki et j'en oublie. Il est donc indispensable de donner aux agriculteurs les outils qui leur permettront de se protéger face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques et d'assurer la pérennité des exploitations. Le premier amortisseur, c'est la fiscalité. Nous proposons une vraie réserve de précaution permettant de faire face à tous les aléas, y compris les aléas économiques. Nous demandons un mécanisme de lissage de l'impôt sur le revenu en calculant le résultat sur une base pluriannuelle. Et, depuis le temps qu'on y travaille, il faut maintenant adapter l'impôt sur les sociétés à l'activité agricole. Le deuxième niveau de protection fait appel à des outils collectifs dont le succès repose sur une large mutualisation, comme leur accompagnement par la PAC. Nous avons mis en place le FMSE, dont chaque crise démontre l'utilité, même s'il ne peut pas dédouaner la puissance publique de sa responsabilité. Quant à l'assurance récolte, ceux qui ont pu bénéficier d'une indemnisation cette année en mesurent l'intérêt. Mais force est de constater que le contrat socle n'a pas encore pleinement pris son envol, freiné par le seuil de déclenchement trop élevé, conséquence d'une surinterprétation des règles de l'OMC. Lever ces blocages est un des enjeux de la négociation communautaire maintenant et dans la future PAC. La proposition de la Commission européenne de mettre en place un instrument de stabilisation du revenu se déclenchant à 20% de perte est une réelle ouverture. Nous attendons du gouvernement qu'il la soutienne, la complète, afin de renforcer la politique de gestion des risques pour nos exploitations. La deuxième voie laïcée est incontestablement celle du pragmatisme, pour sortir de l'idéologie et réduire les normes. Je ne prendrai qu'un exemple, la question du stockage de l'eau. Moins de 6% de la surface irriguée en France, 21% en Italie. Un retard incompréhensible et dangereux au regard de l'avenir de certaines filières,
des enjeux climatiques et de notre indépendance en protéines végétales. Sivens, Notre-Dame-des-Landes, plateforme de Saint-Paul-de-Léon, ferme des Mille-Vaux, je vais vous dire ce qu'il nous manque. Du courage pour mener les études et les projets face à une pression obscurantiste, du courage pour trancher et faire des choix, du courage pour mettre en place et appliquer les décisions. Et c'est vrai qu'il en faut du courage pour affronter l'acharnement médiatique. En 2015, on a compté 85 reportages de télévision à charge contre l'agriculture. Un reportage tous les 4 jours. Conditions d'élevage, utilisation des phytosanitaires, bien-être animal, foncier, tout y passe. Sortir de l'idéologie, c'est arrêter de stigmatiser les pratiques agricoles. C'est arrêter de pondre une norme à chaque fois qu'un reportage sort. C'est arrêter de faire peser des contraintes si complexes qu'elles sont inapplicables. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le CORENA, le comité de rénovation des normes agricoles que nous avions revendiqué en 2015 et que Manuel Valls a mis en place, marque un changement d'approche. Il repositionne la profession là où elle était marginalisée. Il fait de l'évaluation et de l'expérimentation une règle. Grâce à lui, et aussi grâce à notre action syndicale bien dosée, nous avons évité une surenchère calamiteuse dans la réécriture de l'arrêté Phyto 2006. Nous comptons sur toi, Éric, et sur tous tes collègues pour continuer dans ce sens. Les distorsions et les surtranspositions plus injustifiables les unes que les autres doivent cesser. Et ne renvoyons pas tout sur l'Europe. Qui a instauré le compte pénibilité obligeant à mesurer le niveau de vibration d'un tracteur selon qu'il roule sur sol sec ou sur sol mouillé? Quel ministère impose une réserve d'eau pour lutter contre les incendies sur les toitures photovoltaïques pendant que notre ministère interdit aux pompiers de lancer de l'eau sur ces mêmes toitures? On pourrait en rire si nous ne parlions pas de notre métier et de notre administration. À tous nos concitoyens, je veux dire, faites-nous confiance. Faites confiance au professionnalisme des agriculteurs. Vous avez des attentes sur l'agriculture et c'est normal. L'alimentation, la santé, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire sont des sujets qui dépassent les intérêts de la profession. Croyez bien que nous sommes à votre écoute. L'agriculture biologique, la lutte intégrée, le bien-être animal, la biosécurité, les circuits courts et de proximité ont été adoptés depuis longtemps par les agriculteurs. Ils sont pleinement conscients des enjeux environnementaux et sont au travail pour préserver les ressources naturelles, les paysages et la biodiversité et pour lutter contre le changement climatique. C'est notre quotidien. Ils sont même prêts à ouvrir leurs exploitations. L'initiative #AgriDemain est à ce titre exemplaire. Je remercie tous les ambassadeurs AgriDemain et particulièrement Luc Messart. Merci Luc. La recherche et l'innovation doivent être à la base d'un nouveau pacte sociétal permettant de conjuguer performance économique, sanitaire et environnementale, performance énergétique également. Avec la révolution numérique, des réponses nouvelles, inimaginables aujourd'hui, seront apportées pour réussir les transitions écologiques et énergétiques. Qui aurait imaginé des estives surveillées par les drones et peut-être demain pour surveiller les loups? Qui aurait imaginé que les skippers du Vendée Globe bouclent leur tour du monde en 74 jours, bravo Armelle Lecléache, contre 109 jours il y a 25 ans, grâce aux innovations technologiques embarquées pour optimiser l'itinéraire et aux foils qui permettent de voler comme des oiseaux sur les mers. L'innovation, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous, agriculteurs. Alors ne fermons pas la porte du progrès, investissons le champ des possibles, optons résolument pour l'innovation. Encore faut-il que le principe de précaution ne soit pas un principe d'inaction.
La FNSEA appelle le futur président de la République à compléter ce principe de précaution par un principe d'innovation. Je parlais de courage tout à l'heure, mais c'est aussi de pragmatisme dont il faut faire preuve sur ce sujet, c'est de bon sens paysan. Vous l'aurez compris, chers collègues, chers amis, notre défi, c'est d'affirmer notre ambition pour une agriculture française attractive et audacieuse, une agriculture française qui ose. Forte de cette conviction et des encouragements du réseau que j'ai reçus, j'ai choisi de présenter ma candidature à la présidence de la FNSEA lors du conseil d'administration du 13 avril. Après le départ de Xavier, j'ai beaucoup pensé au sens de l'engagement, de mon engagement. Il est basé sur la conviction profonde de la force du collectif qui révèle des personnalités et transcende les talents. Je mesure tous les jours ce que je dois au syndicalisme jeune et aîné. Avec Jérôme, Henri et Daniel, nous avons beaucoup échangé ces dernières semaines. Notre première responsabilité est de proposer une équipe solide, compétente, reflétant notre diversité et qui va travailler pendant 3 ans au quotidien pour porter haut et fort les couleurs et la voix des agriculteurs. Nous sommes et nous serons toujours plus forts et plus efficaces si nous sommes unis et portés par un esprit commun. La FNSEA est forte de son réseau territorial avec ses 94 fédérations départementales, ses 13 fédérations régionales, ses 4 sections sociales et ses 30 associations spécialisées qui agissent au plus près des agriculteurs. Elle est forte par son unité et sa capacité de rassemblement, quelles que soient les productions ou les régions. Elle est forte enfin par son modèle démocratique et son école de formation. Comme l'a dit Dominique Barrault, président et secrétaire généraux de la promotion Mirabel, tu pars avec une idée, tu reviens avec une responsabilité. Merci Dominique, merci la promotion. La FNSEA est, n'en déplaise à ses détracteurs, un équipage solide et solidaire, réformiste et fier, un réseau de compétences et de qualité, d'humanisme et de convivialité, une famille qui, contre vents et marées, ne laisse personne au bord du chemin. La FNSEA est un grand bâtiment, capable d'aller aussi vite qu'une goélette, un voilier puissant qui, dans les batailles, a la réactivité d'un trimaran. Et comme le chantait si bien Hugo Frey, la FNSEA est un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau hissé haut. Toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Merci. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, hissé haut, Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, hissé haut, Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, hissé haut, Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. un jour je reviendrai chargé de cadeaux, hissé haut, Santillano. au pays j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot, hissé haut, Santillano. sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Merci à vous. Ça ne sera pas tous les jours comme ça, les gars. Mais quand même un congrès
avec autant d'émotions, avec autant de choses difficiles, ça nécessite aussi de temps en temps qu'on se lâche un peu quand on approche de la fin et de la soirée de gala. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour vos belles qualités de chorale, ça va nous donner des idées. Enfin, c'est surtout les premiers rangs qui ont bien chanté là quand même. Hein. Bon, on va tester ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, le travail est fini. Je crois, je ne me suis pas trompée. Et donc, place à la soirée de gala. Et je vais demander à Thierry Mérette de venir, s'il a encore un peu de voix, pour donner les consignes techniques. Donc, vous ne bougez pas. Est-ce que Thierry est là? Alors, je sais qu'il faut prendre un tram. Est-ce qu'il y a un finistérien qui peut nous guider? Bon. Alors, je pense que vous allez être guidé à la sortie. Vous suivez le flot ICO. Alors, demain matin, pardon. Heureusement que Jérôme est sérieux. Demain matin, vous vous doutez bien qu'il y aura des mesures de sécurité drastiques. Chut. Il y aura des mesures de sécurité drastiques en raison des personnalités que nous accueillons. Il faut donc arriver très tôt pour pouvoir rentrer dans la salle avec le badge indispensable. Il y aura bien sûr... la salle va être complètement fouillée, donc emportez tout ce que vous avez là, sinon tout va disparaître et sera consigné, je ne sais pas où, détruit, non pas détruit. Et lorsque le rendez-vous, c'est à quelle heure, Jérôme? 8 heures. T'es sûr? Le rendez-vous est à 8 heures. Donc la soirée de gala se termine à minuit. Non, alors voilà, on a trouvé un Finistérien. On a trouvé un Finistérien qui a de la voix, qui va venir vous donner les consignes. C'est marqué 8 heures précises, c'est sérieux. Et ceux qui ont vécu Montpellier, ceux qui ont vécu Montpellier se rappellent que c'est très très lent pour rentrer dans la salle avec les mesures de sécurité. Donc c'est vraiment 8 heures ici pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On te donne la parole pour les consignes pour tout à l'heure pour partir. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Donc je suis chargé de coordonner les transports. Donc vous aurez des trams à la sortie, tout de suite à la sortie. Donc vous prendrez les trams. Il y aura 2 stations. Vous descendrez à la station donc Capucin. Et ensuite vous ferez 500 mètres et vous arriverez au Capucin où aura lieu la soirée de gala. Donc il n'y a pas besoin de ticket, il n'y a rien. Vous montez dans le tram comme ça. Les trams sont à notre disposition. Merci. Ensuite, pour repartir des Capucins, il y aura donc des bus qui feront la navette pour différents hôtels, qui partiront à partir de 23h30 et qui s'échelonneront tous les demi-heures. Voilà, bonne soirée, bonne continuation.